Je suis Valentin Dornel, je suis enseignant en effets spéciaux 3D, référent IA pour Artefix Montpellier, Lille, Enghien, et puis on a ouvert Artefix Londres il n'y a pas très longtemps. Moi, mon rôle, c'est majoritairement de apprendre l'IA générative aux étudiants de deuxième, troisième, quatrième année, de faire du suivi de pipeline avec les cinquième années et de donner des cours d'effets spéciaux aux troisième et quatrième année. Déjà, je commence par remercier Orange Computing de mettre à disposition une workstation avec une 5090. C'est déjà plus que confortable et ça intervient, moi de mon côté, pour plusieurs raisons. La première, qui est vraiment très très chouette, c'est de pouvoir faire du config UI en étant en déplacement. J'ai l'habitude de me déplacer un petit peu à droite à gauche et du coup, sur mon laptop, je peux directement faire du config sans avoir un laptop qui coûte 5 000 €, donc c'est quand même très 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 chouette. Et ça me permet aussi d'avoir, mine de rien, 32 Go de VRAM. Pour certains modèles aujourd'hui, c'est plus que nécessaire pour avoir la qualité qu'on cherche à avoir à Artefix en termes de, par exemple, génération de normal map. C'est un truc qui vient vraiment nous permettre d'avoir de la résolution. On peut pas du tout avoir la même résolution que les plates que les étudiants shootent, mais pour autant, ça nous donne quand même quelque chose qui est un demi-res, et c'est pas mal du tout, quoi. Mais à côté de ça, la puissance d'une 5090 permet aussi d'avoir des temps de génération qui sont beaucoup plus courts. Et du coup, moi, pour construire mes cours, ça me permet d'itérer beaucoup plus rapidement. Même si je dois garder en tête que les cartes graphiques de l'école sont un peu moins puissantes. On tourne majoritairement sur des 3060 avec 12 Go de VRAM, ce qui nous laisse de l'amplitude pour faire de l'image fixe. Mais on va très certainement aller chercher des solutions dans le cloud, quoi qu'il arrive à un moment, pour aller faire du config sur des modèles vidéo notamment, quoi. Moi, comment j'intègre du coup Orange Computing à travers mes cours, c'est beaucoup pour la préparation des cours en amont. Moi, à la maison, j'ai une vieille workstation que j'utilise de moins en moins, et du coup, j'ai à peine 8 Go de VRAM, donc c'est pas quelque chose sur lequel c'est agréable de travailler, quoi qu'il arrive. Et résultat, moi, je m'appuie vraiment sur la workstation de Orange Computing pour préparer toute ma phase exploratoire, de tester aussi des nouveaux modèles, de tester le temps de génération quand en fait il y a tout qui rentre dans la VRAM, et de voir aussi les différences que je peux avoir sur des modèles qui sont quantized ou non quantized. De dire tiens, je peux rentrer des modèles FP8 ou des modèles full et voir la différence entre la version qui est quantisée, donc qui est compressée, et du coup voir est-ce que j'ai vraiment une très grosse différence, est-ce que ça fera une différence pour les cours ou pas. C'est une question qui est très vague, du coup ça dépend par quel bout on prend ça, parce qu'il y aurait beaucoup à en discuter. Le premier défi qu'on a, c'est un défi de la part des étudiants qui n'ont pas forcément envie de toucher à ce genre de technologie, parce qu'ils perçoivent que c'est quelque chose qui est pas éthique, qui est pas écologique. Du coup, nous on donne des cours IA et éthique et loi, et de l'autre côté IA et écologie, pour vraiment leur expliquer ce qui est en train de se jouer, ce qui se fait, etc. Donc ça, c'était un des points qui était compliqué. Et ensuite, en dépendant des cursus et dépendant des spécialisations des étudiants, on observe un truc qui est un petit peu étonnant, en tout cas qui moi m'a beaucoup surpris, c'est qu'il faut qu'on leur apprenne et réapprenne en fait à utiliser des ordinateurs de manière classique, d'aller copier en fait des modèles aux bons endroits. Nous, on leur apprend une très grosse forme d'autonomie, et du coup de dire où est-ce que tu vas télécharger un modèle, où est-ce que tu vas le mettre en local, et expliquer pourquoi ça ne tourne que en local sur nos propres machines, etc. pour garder en fait la propriété intellectuelle de ce qu'on fait et le contrôle, et que ça parte pas dans le cloud. Et mine de rien, juste cette étape-là d'aller chercher les modèles et les copier aux bons endroits représente déjà pour certains étudiants de l'ordre de entre un quart et un cinquième déjà une complexité en soi de seulement aller copier des fichiers à des endroits. Donc ça, c'est une des complexités qu'on a. Et ensuite, c'est une complexité d'abstraction aussi, de dire il y a beaucoup d'éléments dans l'intelligence artificielle générative qui demandent à
abstraire des notions et de dire ah tiens c'est une montagne des idées dans laquelle on se balade et dans laquelle on a un GPS qui va nous aider à guider et accepter pour certains étudiants que tout n'est pas explicable non plus, ou en tout cas en fait avoir certaines réponses nécessite d'avoir beaucoup de métaphores pour être comprise. Nous, l'approche qu'on en a à Artefix, c'est de dire déjà, on ne force personne à générer, on a juste envie d'amener aux étudiants et étudiantes la connaissance de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et on est plutôt à dire que en fait, ces technologies-là sont en train de changer en fait, le monde qui nous entoure de manière très très rapide et même brutale. Et donc, on pense qu'ils sont mieux armés pour leur futur s'ils connaissent ce genre de technologie, plutôt que faire l'autruche et mettre la tête dans le sable et attendre que ça passe. Ça va pas passer, c'est quelque chose qui est prévu pour rester, donc a priori, il faut qu'ils aient des idées de ce qu'ils fassent. Pourtant, on accepte que, en fait, éthiquement, ça leur aille pas, etc. À titre personnel, moi, je leur explique, je leur dis, c'est pas une technologie pour laquelle je suis pour ou contre, c'est une technologie que je trouve intéressante pour y adjoindre plein de choses. Et en fait, dans mes cours d'IA, je leur explique plein d'éléments qui vont, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, de la lexicographie, de la créativité en dehors des outils, de comment on automatise des fonctions, comment en fait tout ça se met en fait en mécanisme et en hybridation avec des choses qui existent déjà auparavant. Sur la question de la souveraineté, il y a le fait de voir que des grands acteurs comme Netflix en fait ont déjà une charte de l'IA qui dit nous on accepte qu'il y ait de l'IA dans le cadre où c'est un studio qui le fait dans son environnement sécurisé à lui et sur lequel en fait il y a la main sur les données, il n'y a pas de fuite d'IP, il n'y a rien qui est uploadé sur des serveurs qui vous appartiennent pas. Et dans ce cadre-là, nous à nos yeux, comme le reste de l'industrie, on pense que ça ne peut passer que par ComfyUI. Et du coup, c'est pour ça qu'on apprend cet outil-là spécifiquement pour dire aux étudiants et étudiantes, voilà, ça c'est la chose qui sera utilisée par les différentes industries et entreprises. Et le dernier point sur la question purement éthique, donc plutôt loi que éthique, mais ça rejoint un petit peu. D'un point de vue loi, en fait, étant donné qu'on est dans l'éducation, en fait, on a une espèce de laisser-passer concernant les copyrights qui nous fait dire que, en fait, si c'est juste pour apprendre et pas utiliser dans des fins commerciales, en fait, on a le droit d'utiliser ces éléments-là. Et il y a beaucoup de modèles qui autorisent pour des fins non professionnelles et non commerciales l'utilisation de leurs modèles. Du coup, nous, on s'appuie sur ça pour dire on y va et on essaye et on voit ce qui existe, quoi. Alors, moi, mon but en tant qu'enseignant, c'est de transmettre du savoir. Et du coup, en transmettant le savoir, je cherche à surtout faire monter en compétence les étudiants, parce qu'à la fin, en fait, le but, c'est que eux soient employés dans des entreprises. Donc, comment ça se traduit dans mon métier, c'est d'aller faire de la recherche et de la veille technologique pour voir en fait quels sont des use cases intéressants pour eux. J'ai identifié quelques petits workflows qui sont pas très compliqués à mettre en place et qui donnent des résultats immédiats, mais c'est amené à évoluer dans les mois qui arrivent. Et il faut savoir que c'est la première année dans laquelle en fait on fait apprendre aux étudiants ComfyUI, donc on s'appuie beaucoup sur les 5e années qui n'ont pas encore reçu de cours de ComfyUI. Donc je suis plutôt en train de leur faire des workflows pour leur montrer, leur dire regardez, il y a des choses qui sont intéressantes, etc. Et à partir de l'année prochaine, les 4e années ont déjà eu une quarantaine d'heures de ComfyUI et certains que je perçois déjà vont utiliser ces workflows-là de manière autonome avec moi qui ferai un peu de supervision ou qui les guiderai, etc. Donc dans les types de workflows qu'on a vus qui nous sont particulièrement intéressants, c'est le fait de sortir des passes auxiliaires ou ça pourrait être des AOV qui nous permettent d'avoir par exemple une normal map sur du live action. Et du coup, c'est quelque chose qui n'existait pas trop avant. Et j'avais fait cette veille-là. Les étudiants avaient déjà fait une veille dans ce sens-là, mais avec des outils en SaaS, donc des outils qui étaient disponibles sur le web contre paiement. Et du coup, moi, je voulais leur dire, en fait, a priori, c'est des papiers scientifiques qui sont sortis. Et il y a peut-être quelqu'un qui l'a fait dans ComfyUI, donc il n'y a pas forcément la nécessité d'aller payer un service pour pouvoir le faire. Et du coup, j'aurais proposé de prendre certains shots pour voir si c'était intéressant, de bonne qualité, etc. Et de rentrer dans des processus d'itération avec eux pour faire du test de conditions réelles.
Ce qui s'est passé avec ça, c'est que les premiers tests étaient plutôt concluants, mis à part que j'avais une compression qui était un petit peu trop haute, qui s'est réglée, en allant chercher une profondeur de couleur qui était beaucoup plus élevée pour avoir des datas qui étaient de meilleure qualité. On est sur du 48 bits de profondeur, du coup c'est vrai que là ça devient propre, sans artefact de compression ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que le modèle utilisé, en l'occurrence Normal Crafter, est extrêmement dépendant de la VRAM à disposition. Et du coup, c'est vrai que là, pour Range Computing, qui met à disposition du coup une carte de 32 Go de VRAM, ça nous permet d'avoir grosso modo des choses qui tournent sur 2 millions de pixels, donc un peu moins qu'un Full HD. Donc en recropant juste un personnage où on sait que c'est ce personnage-là qui va nécessiter un relighting, on arrive à sortir des normales qui sont de qualité. Et derrière, en fait, là c'est pour un plan d'un film qui s'appelle El Charro Negro, où il est dans un enfer mexicain. Il y a des éclairs, etc. autour de lui. Et ben, pour pouvoir relighter ce personnage qui est filmé et qui provient pas de la 3D, ben, c'est vrai que c'est vraiment très agréable, quoi. On a un autre use case sur un autre film qui s'appelle Frequency, où là c'est pareil, c'est pour essayer de faire du relighting et du coup ça paraît très intéressant comme use case. On a un deuxième use case qui est super chouette aussi, c'est que on a des étudiants et étudiantes qui ont énormément bossé en amont leur pré-production, qui ont une idée de vers là où ils désirent aller. Ils ont un blocking en niveau de grille dans leur logiciel. Et puis moi je me baladais sur du suivi de pipeline avec eux et puis je les voyais avec ce niveau de grille et je leur disais mais ça c'est génial parce que si vous avez votre ref, on peut utiliser l'IA pour avoir très rapidement un premier look de ce que ça pourrait donner. Et donc j'aurais demandé s'ils acceptaient que je récupère ça. Et donc j'aurais sorti des tests d'après leur ref pour faire du coup de l'image image to image, et avec 2 workflows différents dont on pourra discuter un petit peu après, pour leur faire des propositions et dire tiens, l'IA propose un agrégat de plein de solutions. Et moi, je vous propose ça, avec votre choix à faire. Et justement, qu'est-ce qu'il y a à garder, qu'est-ce qu'il n'y a à pas garder, et surtout se poser la question de la direction dans laquelle on ne veut pas aller. Donc il y avait des propositions qui étaient très réalistes pour leur film qui est très stylisé, d'autres qui étaient trop stylisés, un peu trop côté manga et qui leur allaient pas non plus. Et il y avait un entre-deux où ça leur a fait dire tiens, ça on l'avait déjà prévu auparavant. Et du coup, ça renforce l'idée que maintenant qu'on le voit, on a vraiment envie de l'intégrer. Tiens, il y a un petit peu de mousse qui est injectée dans les endroits où il y a des murs qui se rencontrent, etc., où il y a de l'eau qui a coulé, etc. Là, on va vouloir le rajouter, alors qu'auparavant, on n'était pas forcément sûr de vouloir le rajouter. Donc, c'est vraiment des use cases très précis qui arrivent en renforcement de choses qui sont déjà existantes, et qui n'est pas du tout sur du remplacement de choses existantes. Voilà. Pour le moment, j'ai pas créé de node. En fait, quand on regarde le nombre de nodes qui est disponible sur ComfyUI dans le manager, il y en a vraiment énormément. Et du coup, c'est vrai que à titre personnel, je pourrais vibe coder des codes, des custom nodes en utilisant du anti-gravity, du cursor, peu importe. C'est un truc où j'en ai pas ressenti le besoin immédiat. J'ai quelques use cases où ça me démange un peu. Mais en fait, c'est la question de où est-ce que je mets mon énergie. Et du coup, pour le moment, je me dis plutôt, tiens, je vais aller regarder ce qui existe déjà, des gens qui se sont posé la question et qui, en fait, en open source, le remettent à disposition. Donc voilà, ça me paraît plus judicieux plutôt que passer du temps pour le faire. Néanmoins, dans les cours, il y a des chances pour qu'à un moment, on fasse un petit custom node, ne serait-ce que pour se dire comment ça existe, qu'est-ce qui est possible de faire, etc. Et ce sera peut-être l'occasion de faire un crochet par le vibe coding pour dire c'est quelque chose qui est à prendre avec beaucoup de pincettes. Donc moi, je vais pouvoir amener aussi cette couche de dire attention, parce qu'à la base, moi, j'ai quand même programmé en Python bien avant l'IA. Donc je vais pouvoir leur dire pour des gens qui savent de quoi ils parlent, c'est intéressant. Pour vous, ça peut être intéressant aussi, mais avec des gros attention un peu partout, quoi. Et personne n'a de boule de cristal dans l'IA, et de toute façon, d'une manière générale. Donc, de se prononcer sur le potentiel disruptif d'une technologie comme l'IA, c'est extrêmement compliqué. Il y a des grandes tendances qui sont visibles. Dans les grandes tendances qu'il y a le fait de l'utiliser vraiment comme un outil pour pouvoir améliorer la création et sortir des workflows qui n'existaient pas auparavant. Et dans ce cas, c'est vraiment une boîte à outils comme une autre qui dit, comme le cas dont on parlait avant, pour faire du relighting et sortir des normal maps de plate, des choses comme ça.
Bah, là, ça devient intéressant. Mais en fait, si on utilisait un autre mot que l'IA, si on disait ah bah tiens, on peut faire des nuages de points qui font grosso modo des sphères blurrées et que c'est ce qu'on appelle du Gaussian splatting, ah bah tout de suite ça pose plus de problème pour n'importe qui. Pourtant, en sous-jacent, c'est bien un entraînement d'IA. Mais il n'y a pas cette confusion de la part du public de ce que c'est. Donc c'est une question à tiroir qui est très très large, mais on pourrait imaginer un monde très proche où en fait il y a ce qui est déjà plutôt le cas sur de la publicité, où en fait il y a des pubs entières qui sont faites uniquement en IA. Ça a été le remplacement extrêmement brutal des photoshoots de mode par exemple, ou pour tout ce qui est publicité pour des vêtements, c'est quelque chose qui a disparu très 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 vite, quoi. Donc, savoir si ça va faire disparaître des métiers, je pense que ça va les transformer, ça va en créer des nouveaux. Ça va permettre aussi d'avoir certains shootings qui seront beaucoup plus faciles à sortir, ou en tout cas même des endroits où il n'y aura pas de shooting. Pour autant, je pense que la qualité est loin d'être là, mais vu la vitesse à laquelle ça avance, ça pourrait venir dans les années qui arrivent avec des qualités très 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 bonnes. Donc, oui, c'est disruptif. De quelle manière, c'est difficile de se prononcer. En attendant, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de remettre aussi le scope sur l'histoire racontée. Et c'est quelque chose où là, il y a la partie entre les professionnels et les amateurs qui vont vraiment se démarquer. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont monter en fait sur des technologies comme l'IA générative vidéo pour raconter des histoires. Pour autant, elles ne seront pas forcément intéressantes parce qu'il n'y a pas en fait toute la culture visuelle et la culture tout court qui permet de faire de la réalisation, de raconter une histoire dans un ordre précis avec des cadrages intéressants, etc. C'est extrêmement difficile parce qu'en fait, nous, on est sur une niche qui est assez particulière où en fait, la culture et faire de l'image animée ou faire de l'image qui bouge tout court, c'est quelque chose qui représente pas grand-chose en fait économiquement. Oui, on parle beaucoup de Hollywood, etc., qui brassent beaucoup d'argent, mais quand on regarde par rapport à de l'industrie ou par rapport à d'autres marchés émergents, bah en fait, on est rien et personne. Donc clairement, les modèles qui sont existants sont des fois entraînés, mais pas forcément dans le but premier de faire de l'image, beaucoup dans le but de permettre à de la robotique de s'entraîner et d'avoir des mondes virtuels dans lesquels pouvoir s'entraîner pour avoir des doubles virtuels, par exemple. Et donc, la question de hardware dans ce cas-là, se pose grandement pour nous qui sommes généralement dans des contraintes budgétaires très fortes et du coup avoir des cartes avec beaucoup de VRAM pour en parler, beaucoup de capacité de mémoire stockée directement sur les cartes graphiques. C'est un énorme problème parce que c'est très très cher et à amortir pour nous, bah, en fait ça demande, c'est difficile à le faire. Et pour les industries, en fait, bah, ils s'en fichent un petit peu parce que c'est quelque chose qui répond en fait à des pressions économiques qui sont très élevées, avec des marchés qui sont beaucoup plus élevés aussi. Et du coup, bah, nous, quand on veut utiliser ce genre de modèle, on tourne sur des cartes graphiques qui n'ont pas la mémoire disponible pour pouvoir le faire. Donc, malheureusement, on est un peu entre deux chaises pour pouvoir utiliser ces technologies-là. Et donc, bah, utiliser une machine comme celle de Ranch me permet de manière temporaire de pouvoir dire, bon, bah, en fait, je vais pas acheter une carte qui coûte 3000 euros. Pour le moment, on est en réflexion du côté d'Artefix de se dire, est-ce que on monte sur de l'achat de GPU pour avoir des usages dédiés, etc. Mais il faut que ça réponde à un besoin très spécifique. Donc, pour le moment, wait and see. On a aussi une grosse problématique. On est début 2026. Le marché des puces électroniques, quelles qu'elles soient, a explosé. Donc tout ce qui est RAM, VRAM, tout ce qui est carte graphique, c'est extrêmement compliqué de s'en fournir. Les prix ont explosé. Donc, et c'est pas dit que ça se calme durant l'année. Donc pour le moment, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Ouais. Donc d'un point de vue pédagogie, il y a un très bon tutoriel sur YouTube de Pixorama qui dure 5 heures, qui brosse vraiment toutes les bases de ConfiUI,
qui est vraiment très qualitatif. Du coup, ça c'est le premier truc que je regarderai. En fonction des besoins et de si on cherche à se professionnaliser ou non. Donc c'est un peu particulier de dire se professionnaliser sur un secteur qui est en train de naître. Mais en tout cas, si on a vocation de travailler dans une industrie et pas que ce soit juste pour du jeu ou pour explorer, on ne peut pas trop se reposer sur des éléments qui sont existants, en tout cas dans leur mouture actuelle comme Cloud Config. Donc Config Cloud, peu importe. En fait, Config UI a une option cloud sur laquelle elle ne permet pas d'avoir les custom nodes, qui est un des trucs les plus importants à mes yeux, qui permet d'avoir vraiment une certaine liberté de création et de surtout en fait pouvoir s'appuyer sur la communauté open source, quoi. En fonction de ce qu'on a, ça peut être compliqué de le faire en local en fonction de la machine qu'on a, voire impossible si on a juste un tout petit laptop, c'est même pas la peine d'essayer. La réponse pour Range Computing, c'est du cas par cas, à aller discuter avec vous justement pour voir est-ce que ça fonctionne pour le cas d'usage de votre côté ou non. Et c'est vrai que moi j'ai hâte de pouvoir voir de quelle manière en fait du côté de Range on va peut-être pouvoir avoir de l'allocation à la minute ou à l'heure. Comme ça permettrait en fait des usages hybrides qui me permettraient de dire bon bah en fait je vais juste acheter du temps de machine à des endroits où j'en ai besoin. Et du coup actuellement je suis super content d'avoir ce partenariat avec Ranch. Pour autant j'attends de voir ce qui va se passer dans le futur pour pouvoir avoir quelque chose avec une granularité plus fine, quoi.